Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Comme la semaine dernière, on profite des vacances pour partager des rencontres qu'on a eu la chance de faire. Cette fois, après Inagaki la semaine dernière, un scénariste à succès, nous avons un dessinateur de génie. Ryoichi Ikegami, avec qui il a collaboré et il collabore encore aujourd'hui sur Trillion Game bien sûr, mais Ikegami c'est aussi le dessinateur de Sanctuary, Hit ou encore Crying Freeman. À 79 ans, il a connu toutes les époques du manga, des fameux magasins de livres de prêt aux magazines hebdomadaires à la mode. On vous en a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois et maintenant on va l'écouter, ou presque. Donc un artiste expérimenté, on a eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion de sa venue au Festival d'Angoulême de la bande dessinée. C'était lors d'une rencontre professionnelle organisée par les éditions Glénat, tout comme la semaine dernière. Et donc on était accompagné d'une bonne vingtaine d'autres journalistes et on a pu s'entretenir avec lui. Mais encore une fois, je vous le répète, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, les conditions techniques étaient un petit peu rocambolesques et le son n'est pas de qualité suffisante pour pouvoir vous diffuser ça tel quel. Donc, vous ne comprenez pas forcément le japonais, donc il a fallu vous traduire quoi qu'il en soit les choses. Donc voilà, on a trouvé une parade pour ça, préparez-vous à passer une heure, non un peu moins, en compagnie d'Ikegami dans une autre version exceptionnelle de la 5e de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh les bâtards! Oh this you crazy mother! Bienvenue à tous dans la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga, mais surtout ceux écrits par Ryoichi Ikegami. Pour parler de cette rencontre et surtout la commenter, bonjour à vous deux, Robin et Julie. Salut. Salut. Comment allez-vous depuis la semaine dernière où on a entendu Inagaki? Oh bah ça va. Bah écoute, ça va, on a bu un verre avec lui après, il était très cool. Il nous a raconté ses prochains scénarios, ça va se passer dans le monde de la musique classique. Non, je sais pas. C'est pas du tout. Le mec invente et tout. C'était moi en fait. N'oubliez pas que l'on se retrouve donc chaque jour sur le blog la5e-de-couve.fr. Des fois on nous demande mais comment on vous retrouve? La5e-de-couve.fr, c'est tout. Et si vous voulez bavarder, papoter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et si vous souhaitez nous encourager, vous abonnez, vous mettez les notifs et vous mettez des likes et vous commentez. Si vous commentez, c'est bien aussi, ça fait du comment ça s'appelle, du reach, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, on n'y connaît rien, bien, vous savez. Ah oui, moi je pensais que t'allais dire ça fait du bien à l'ego, ça nous fait plaisir. Mais non, ça fait du bien aux algorithmes. Et on peut faire un petit shout-out à l'hebdomadaire Moustique belge, qui a parlé de nous fait. dans une brève, c'était très cool. Exactement, cool. Télémoustique pour si vous habitez en Belgique, et merci à Julien, le journaliste qui nous a cité, qui m'a interviewé aussi. Donc cette émission, comment ça se passe? Eh bien sachez que on était à Angoulême dans une petite salle dans le musée où il y avait l'exposition consacrée à Ikegami. Ça résonnait un peu, la salle était pas ouf, il y avait la clim, il y avait les néons, mais il y avait Monsieur Ikegami avec un micro qui a traversé la pièce avec sa voix de vieux monsieur. Bon, je peux essayer de vous faire écouter. Moi, je trouve ça assez mystérieux, personnellement. Voilà, le son est pas génial, hein. Et encore, là, c'est pas que parce qu'il est vieux. Non, et là encore, le son est traité. Non, mais c'est aussi l'enregistreur. J'étais super loin. C'était compliqué en plus. Bon, en fait, on est à peine arrivé. On est arrivé un tout petit peu en avance, mais lui, il était super à l'heure et super au taquet. Ah, très japonais. Exactement. Et donc, du coup, voilà, on était limite pas installé. Enfin, on était installé, mais tu sais comment c'est quand tu te retrouves à plusieurs journalistes, ça papote et nanani, nanana. Et attends, je vais m'asseoir à côté de toi. Et attends, je suis en retard. Bref, enfin voilà, vous imaginez, c'est des petits milieux comme ça. Bref, on a donc tout enregistré et donc Julie, avec talent, tu as tout retraduit, puis avec l'aide de l'interprète qui était sur place également. Et ce qui va se passer donc dans un instant, c'est que comme la semaine dernière, je ne vais plus être Maxime, mais je vais être un monsieur de 79 ans. Et il faut dire surtout que pendant cette conférence, en fait, Monsieur Ikegami n'a même pas attendu la première question pour prendre la parole. Il est arrivé, il s'est installé, il a parlé directement. Il savait ce qu'il devait faire. Je pense que vous avez pu vous rendre à l'exposition de mes travaux.
J'ai commencé à 17 ans et aujourd'hui, j'en ai 79. Et là, j'ai pu voir tous les dessins que j'avais réalisés, affichés, les uns à côté des autres. Il y en avait même que j'avais oubliés et je me suis dit, waouh, ça fait un paquet quand même. Et en même temps, on ressent bien les différentes époques. On sent bien comment mes dessins changent avec le temps. Souvent, les gens me disent que mon dessin a évolué de manière continue, mais moi, je ressens ça comme un changement net. Comment dire ? En manga, les graphismes et les thématiques changent en fonction de l'ère du temps et de fait, les techniques changent aussi. Par exemple, avec l'arrivée des ordinateurs, mais en définitive, ça reste un outil qui fluctue au gré des tendances du moment et ça nous permet de répondre aux désirs des lecteurs, eux aussi soumis au temps qui passe. Je considère donc que ce sont des changements, mais pas des évolutions ou des progressions. Merci pour cette introduction. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos premières impressions sur la ville d'Angoulême ? J'ai vraiment l'impression d'être au pays des merveilles, mais aussi d'avoir été projeté au Moyen-Âge. Je me sens un peu perdu. Je connaissais la ville d'Angoulême et ses paysages pour les avoir vus dans un reportage à la télévision au Japon. Quand je suis descendu à la gare et que j'ai commencé à me promener dans la ville, j'avais l'impression d'être dans un paysage du Moyen-Âge. Bon, une fois enlevé les voitures, les vélos et tous ces trucs modernes. Je me suis dit que c'était fantastique. Ça me rappelle certains coins de Nara ou de Kyoto qui pourraient être en quelque sorte l'équivalent japonais. Avant la vôtre, Angoulême a accueilli les expositions de deux grandes figures du manga, deux figures tutélaires du Gekiga, Yoshiharu Tsuge et Shigeru Mizuki. Or, il me semble que vous avez vous-même eu une relation particulière avec ces deux grands maîtres. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Est-ce que vous avez des anecdotes sur cette époque ? J'aime beaucoup les œuvres du début de carrière de Tsuge Sensei. J'aimais ce qu'il faisait pour les Kashion manga, les livres de prêt. Des rental comics, comme on dit maintenant. Ces œuvres-là me plaisent et ça m'a effrayé en même temps. Dans ses premières œuvres, c'est un quotidien très banal qui est dessiné et pourtant les choses crues y côtoient la gentillesse. Et tout cela rentre un peu en compétition, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai grandi en lisant des shonen manga, toutes ces histoires de super-héros. Il y avait beaucoup d'œuvres qui permettaient aux lecteurs de vivre une catharsis. Mais dans ces mangas, Tsuge Sensei dessinait le quotidien, les joies, les tristesses. Il dessinait ça avec une pointe d'humour. Et plus tard, dans le magazine Garo, il va dessiner des choses très variées, dont des récits de voyage notamment. Mais moi, ce que je préfère, c'est cet amalgame entre la gentillesse et la cruauté qu'il dessinait à cette époque. Et pour vous raconter une anecdote, alors que je travaillais chez Mizuki Pro, de temps à autre, Tsuge Sensei avait recours à nous, les assistants. Disons 3 fois par semaine. Et parfois, d'un coup, il disparaissait. Ça pouvait durer 1 voire 2 semaines. Et il ne donnait aucune raison, ni à nous, ni à Mizuki Sensei. Alors que nous, on trimait sur Kitaro le repoussant. On avait vraiment besoin d'une main en plus. C'était la panique. À l'époque, il habitait au-dessus d'un restaurant chinois dans le quartier. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait emprunter les clés pour vérifier s'il était là ou pas. Et chez lui, c'était une chambre vide avec juste l'espace pour lire allongé. Ça laissait une impression de solitude. On savait d'ailleurs, à l'époque, qu'il avait déjà tenté de se suicider pour une histoire de fille. Enfin, ce genre d'expérience, quoi. Mais même Mizuki Sensei, qui était pourtant quelqu'un de très optimiste, se faisait du souci pour lui. Et c'était en général à ce moment-là que d'un coup, Tsuge réapparaissait. Il ne donnait aucune raison. Et Mizuki Sensei, malgré tout le sang d'encre qu'il s'était fait pour lui, se contentait de rire de son retour. Et au final, c'était des années assez joyeuses. Voilà le genre de souvenir qu'il me reste de cette époque. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur monsieur Mizuki et peut-être qu'il vous a laissé certains enseignements ? Je ne sais pas si on peut parler d'enseignement, car on avait des conversations très triviales. Mais ce qui m'avait marqué, c'était qu'il m'avait dit « La vie est comme un paix ». Évidemment, si on prend ces mots au pied de la lettre, on ne peut qu'en rire. Mais au regard de l'univers, de l'écoulement infini du temps, nous sommes vraiment peu de choses, pas vrai ? C'est pourquoi il faut toujours se donner à fond et avancer dans la vie. Revenons sur votre exposition qui retrace toute votre carrière, toute votre œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué précisément en la parcourant ? Alors,
Trillion Game est encore en cours de publication, donc je vais pas m'y attarder. J'ai dessiné pas mal de hits, et l'œuvre qui m'a le plus marqué est celle que j'ai réalisée lors de ma collaboration avec Kariya Tetsu, le manga Otoko Gumi, qui est inédit en France. Si j'essaie d'analyser pourquoi elle m'a autant marqué, je dirais que j'avais encore 27, 28 ans, et disons que c'était le moment où j'étais plus chaud. C'était l'apogée de ma passion pour le manga. Chaque semaine, je faisais des nuits blanches, et en même temps, je dessinais Aiueo Boy de Koike Sensei. Otoko Gumi était publié dans un magazine hebdomadaire et Aiueo Boy était dans un bi-hebdomadaire. Mais Koike Sensei était déjà très connu, très occupé et donc en retard pour ses rendus. Et à cause de ces retards, 1 semaine sur 2, je devais faire 2 nuits blanches par semaine pour travailler. Dans le quartier, vers 6h du matin, ils vendaient ce qui s'appelait du mocha. Ça ressemblait à une sorte d'aspirine caféinée. Et on buvait ça pour tenir, mais l'effet ne durait qu'1 heure environ. Et donc 1 heure après, tout le monde repiquait du nez. Mais rétrospectivement, c'est la période de ma jeunesse pour laquelle j'ai le plus de nostalgie maintenant. Mais j'ai une autre anecdote amusante. Au même moment, dans le Weekly Shonen Magazine, sur Kyojin no Hoshi, dessiné par Kawasaki Noboru, l'auteur travaillait pour 2 magazines hebdomadaires en même temps. D'un côté le Shonen Sunday, et de l'autre le Shonen Magazine. Il enchaînait les nuits blanches. Et lors de ces nuits blanches, alors qu'il était penché sur ses planches, il avait tendance à s'affaisser peu à peu. Alors son responsable éditorial, qui se tenait assis à côté de lui, prenait un crayon qu'il avait bien taillé pour venir lui piquer dans le cou comme ça. Pique, pique. Vous voyez comment cet univers du manga était terrible. Et vous voyez comme on était jeune, on était plus endurant. Maintenant je me dis que les œuvres de jeunesse c'était plus mordant, plus passionné. C'est ce que je ressens en les lisant encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir sur Sanctuary, puisque c'est une œuvre qui parle de politique et on dirait que c'est un sujet auquel il est difficile de s'attaquer. Les scandales des coulisses du monde politique existent un peu dans tous les pays, même si ils restent souvent peu connus du grand public. Donc ça peut être compliqué de poursuivre ce genre de série, même si elle rencontre le succès, car ça dépend vraiment de là où vous vous trouvez. Et je pense vraiment qu'avec Sanctuary, et si ça a pu exister, c'est parce que le Japon est une démocratie. Ce type d'œuvre serait impossible dans un pays régi par une dictature, par exemple. Et j'imagine que pour dépeindre cet univers, ça a dû vous demander beaucoup de documentation. Vous avez procédé comment ? Vous avez des amis Yakuza ? Je pense qu'il vaudrait mieux poser la question au scénariste, Sho Fumimura. Je ne sais pas s'il avait des connexions directes avec certaines organisations Yakuza. Ça, il ne me l'a jamais dit. Mais je savais qu'il s'était déjà entretenu avec des personnes proches de ce milieu. Ça me rappelle d'ailleurs quand on a débuté la publication de Hit, il y a eu une scène où le personnage principal éclate le visage d'un lieutenant Yakuza sur le sol et il le piétine. Et peu de temps après la publication de cet épisode, j'ai reçu un appel à mon bureau. Et là, j'entends une voix qui roulait beaucoup les airs, ce qui n'est jamais bon signe. Et donc cette grosse voix me dit « Dites donc, ce personnage, il ressemble très fort à notre patron. » Et je me suis senti assez mal à l'aise. J'ai changé mon numéro de téléphone. Mais oui, donc en vrai, les Yakuza, ça file la trouille. D'ailleurs, concernant les Yakuza, est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, le style des gangsters vous a influencé, ou bien peut-être qu'à l'inverse, c'était eux qui s'inspiraient de vous ? Comme je disais plus tôt, je pense qu'ils devaient lire nos mangas d'une façon ou d'une autre. Mais après cet épisode, Maître Fumimura fait dire au personnage de Karasawa, dans le manga, « Je ne déteste pas les Yakuza ». Voilà, il y avait une sorte de communication à travers le manga. Ils aimaient bien cette œuvre, je pense. Et comment êtes-vous passé d'un univers sombre comme celui des Yakuza à une comédie aujourd'hui comme Trillion Game ? Alors pour Trillion Game, il faut remercier les efforts de mon éditeur talentueux. C'est aussi grâce à un scénariste de génie qui allie le drame tout en se basant sur le réel. Au début, vous savez, j'ai refusé, je n'étais pas confiant. Je leur ai conseillé de faire appel à quelqu'un de bien plus jeune. Mais tout le monde m'a fait les yeux de chien battu, ils ont campé tous sur leur position et au final, je suis vraiment pas mécontent du résultat. Je me demande souvent si ce n'est pas ma dernière œuvre de divertissement. Alors du coup, j'y mets toutes mes forces. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur la façon de procéder avec le monsieur Inagaki ? Avant de commencer la collaboration, en général, je lis le projet une première fois. Pour savoir s'il correspond à mes goûts, c'est primordial. Les critiques sur la société, bon, ça n'a pas d'importance. Il faut que nos sens artistiques correspondent, sinon je ne serais pas motivé. Ah, et aussi très important, il faut que ce soit innovant.
Enfin, en tout cas pour moi, sinon j'en vois pas l'intérêt. Je sais que j'ai l'air prétentieux en disant ça, mais quand il s'agit d'une œuvre originale, il faut qu'elle ait du succès. Comme je ne suis que le dessinateur, voilà un peu comment je choisis mes projets. Il faut dire aussi que cette fois, vous travaillez avec un scénariste qui est connu comme étant très précis. Est-ce que vous avez adapté votre méthode ? Est-ce que vous travaillez différemment selon les scénaristes avec qui vous travaillez ? Je m'imprègne toujours du scénario en le lisant 1-2 fois et je me plonge dedans afin d'en imaginer ce qui va faire l'univers de ce manga. J'essaye de capter comment tel scénariste représente le monde, les choses qui l'entourent, quel message il essaie de transmettre. J'essaie de saisir tout cela car je vais ensuite le mettre en image. Mais un des soucis, c'est qu'il faut que le lecteur ressente le moins possible la présence des cases. Et c'est pourquoi je vais faire en sorte de réduire le nombre de cases au minimum. Enfin, ça dépend du sujet du manga, bien entendu. On a toujours tendance à réduire le manga à ses thématiques. Que le dessin soit bon ou pas, là n'est pas la question. Il suffit que ce dessin corresponde au sujet. Voilà mon opinion sur le travail entre scénariste et dessinateur. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes allé dans différents univers, donc ça va du Yakuza, la politique, au monde des startups maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous fascine dans ces univers-là et quel pouvoir ils exercent sur vous ? Ce sont des univers où tout n'est que faux semblant. Soit on roule, soit on est roulé. Des univers où une seule erreur peut nous coûter la vie. Je trouve admirable vraiment les hommes qui vivent dans ces univers-là. Je suis impressionné par ce type d'homme et pour moi, il y a quasiment quelque chose à rapprocher de l'érotisme. Et du coup, tous mes Yakuza sont dessinés comme des beaux gosses. Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à devenir mangaka ? Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a marqué par exemple ? Alors, pour moi, c'est compliqué. J'ai commencé à lire et à aimer le manga alors que j'étais encore en primaire. Mon père était malade, j'ai été élevé par ma mère et c'est ma grande sœur qui me ramenait des magazines de manga dans lesquels il y avait un encart publicitaire avec écrit « Devenez mangaka et vous pourrez vous faire construire une maison avec salle de bain ». Et voilà. La guerre s'était terminée il y a quoi ? À peine 12 ou 13 ans et les maisons avec une salle de bain individuelle, ce n'était vraiment pas répandu. Voilà le genre de misère dans laquelle nous vivions à l'époque. Et bien sûr que j'aimais le manga, mais ce qui me motivait vraiment, c'était cette maison avec salle de bain. En rentrant au collège, j'aimais les œuvres de Saito Takao, qui était la figure de proue du Gekiga avec son atelier Gekiga Kobo. C'était l'auteur de Golgo 13, vous voyez ? Bien, qu'il soit décédé aujourd'hui, j'adore ce qu'il dessinait lorsqu'il était jeune. À vrai dire, c'est pour suivre son exemple que je suis monté à Osaka. J'ai été engagé à ce moment-là dans un bureau chargé de réaliser des enseignes. Bien entendu, je n'avais aucune vocation pour ce métier. Mais à 20 minutes en vélo à peine de ce bureau, il y avait un Kashihonya, une boutique de livres de prêt, qui proposait les mangas de Takao Saito. C'était un bâtiment tout miteux de 2 étages, vraiment délabré. Et je me souviens, je séchais souvent mon boulot pour aller m'amuser là-bas. À l'époque déjà, Saito Sensei était l'un des premiers à être monté à Tokyo, à être devenu indépendant. Et il avait commencé à industrialiser la production de manga en séparant différents rôles dans cette production, comme on dit maintenant. Est-ce que vous connaissez Shirato Senpai ? C'est lui qui a écrit Kamuiden. Eh bien, pour Shirato Senpai, les mangaka pouvaient se diviser en 3 catégories. Ceux qui produisent à la chaîne, les artisans et les artistes. Saito, c'était clairement le premier, c'était un entrepreneur. Moi, je suis un artisan. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur les nombreux scénaristes avec qui vous avez travaillé ? Que ça soit Koike Sensei, Buronson Sensei ou Inagaki Sensei, tous avaient plus ou moins la quarantaine. C'est l'âge où on est le plus vigoureux et donc très efficace dans le travail. Le point commun de ces 3-là, c'est cette carrure solide. Même s'ils sont pris à la gorge par les retards de planning, ils sont capables de bouffer de la barbaque. Maître Koike, lui, maîtrisait parfaitement le Gekiga sur le bout des doigts. Son point fort était la mise en scène. Buronson Sensei était doué pour créer de l'attente autour d'un élément de détail de son scénario. Comment c'était déjà ? Vous savez quand on doit assembler des bouts de papier, enfin non pas vraiment des papiers, un puzzle, oui voilà. Il s'autoproclamait un génie d'un puzzle. Pour lui, une histoire était comme un puzzle. Et voilà comment ces histoires se construisaient. Il aimait dire qu'il était ce génie du puzzle.
Et pour Inagaki Sensei, vous le savez tous, il possède les mêmes qualités que ses 2 autres scénaristes. Mais c'est un cas à part puisque lui, il crée ses propres Nemu. Dans les passages importants, même les expressions des personnages sont déjà dans les croquis. Je repense à ce que disait Tsuge Sensei. Une fois que les Nemu sont faits, le manga est fait. Ça, c'est ce qu'il disait. Pour lui, il suffisait que le découpage soit fait. Enfin, vous voyez. Du coup, j'ai été très surpris en commençant à travailler avec Inagaki Sensei. Ma première réaction a été de me dire « Mais alors, je sers juste à ancrer les dessins, moi. » Mais en travaillant sur la série, j'ai vite compris que c'était bien plus que ça. C'est encore plus difficile que de travailler à partir d'un scénario. Monsieur Inagaki m'envoie des drawings que je dois compléter avec des émotions. Voilà où j'en suis un peu en ce moment. Parlons de votre style de dessin maintenant. On pourrait dire que vous vous inscrivez dans une école de dessin qu'on pourrait appeler réaliste. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez ? Quelles ont été vos influences en la matière ? Je pense que j'ai été influencé par la littérature. Avant de rencontrer monsieur Tsuge Yoshiharu, je ne lisais que des romans de gare portés sur de la violence. Mais grâce à monsieur Tsuge, j'ai découvert la littérature et la façon dont les sentiments humains sont dépeints. Quand il faut dessiner un visage, il faut avoir en tête l'intériorité du personnage. C'est cette influence de toutes ces descriptions des émotions des personnages que j'essaie de retranscrire dans un trait sensible, délicat. Je gomme et je recommence sans cesse jusqu'à être sûr de cette expression, qu'elle me convienne parfaitement. Si vous prenez par exemple les Yakuza qui sont des gens à la limite de la criminalité, il n'y a rien d'intéressant à les dessiner comme des méchants simplement. Ce genre de personnes connaissent aussi la tristesse, les traumatismes qu'ils ont traversés, l'environnement familial dans lequel ils ont grandi. Voilà pourquoi de temps à autre, je mets une pointe de cela dans leur regard afin que les lecteurs aient de l'empathie pour eux aussi. Et je ne suis pas en train de faire l'apologie des Yakuza, mais tous ces personnages qui vivent en marge de la société, j'ai une certaine sympathie pour eux et pour tous ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de finir Yakuza. Et pour terminer cette conférence et parler encore une fois de votre dessin, vos œuvres montrent souvent des situations où généralement la violence se mêle un peu à l'érotisme. Il y a toujours ce risque de sombrer dans la perversion. Faire cohabiter la mort et la beauté comme ça, vous voyez ça comme une quête esthétique, un défi ? Ce n'est que mon opinion personnelle, mais oui, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est là où l'on s'est affranchi de la morale que se trouve la vraie beauté. Comme je disais tout à l'heure, la véritable esthétique est entourée d'un parfum capiteux, le parfum de la mort. C'est là que je ressens de la beauté. Mort et beauté, ce sont les 2 faces d'une même pièce, et c'est là que se trouve une esthétique dangereuse. En France, vous êtes des experts pourtant. Si, avec cet écrivain classique très connu, le Marquis de Sade, voilà. Eh bien, en France, je pense que vous savez de quoi je parle. Merci, monsieur Ikegami. Je redeviens Maxime, et je ne suis plus monsieur Ikigami. J'ai pas réussi à faire la voix d'un monsieur de 79 ans, je suis vraiment désolé. Oui, mon petit monsieur. Mais je pense qu'il c'est vraiment... il y a beaucoup de défis dans cette conférence, que ce soit dans la retranscription, dans l'interprétation. Non mais voilà, donc il faut imaginer, après tout ça, que à la place donc de moi, c'était un monsieur avec les cheveux blancs, pas très grand, un artiste en plus, qui était très calme, très posé. Et qui nous expliquait tout ça du haut de toute son expérience et de tout son génie, parce que voilà, regardez les dessins d'Ikegami, même si vous écoutez cette émission et que vous connaissez pas le travail d'Ikegami, voilà, jetez un œil à Crying Freeman, jetez un œil à Sanctuary tout simplement, jetez un œil plus récemment à Trillion Game, comment dessine un monsieur de 79 ans aujourd'hui. Ouais, carrément, c'est impressionnant. Et moi, je trouve aussi ce que j'ai trouvé vachement agréable avec cette conférence, c'est la richesse d'informations dont on a eu accès. Parce que, voilà, tu dis, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, donc forcément une carrière très longue, beaucoup d'anecdotes, de choses à raconter. En même temps, on sent qu'il est très érudit, tu vois, cette dernière réponse sur le Marquis de Sade et tout. J'imagine, pour un interprète, t'imagines, comment dire... retranscrire tout ça, c'est vachement difficile, quoi. J'imagine d'amener cette culture, en même temps ces anecdotes historiques avec des épisodes très précis de ce qu'il a vécu avec Tsuge, machin et tout. Franchement, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper riche, quoi. Moi vas-y, Julie. Non, mais je voulais juste donner quand même quelques précisions. C'était une interview, qui avait été très préparée. C'est-à-dire que les questions avaient déjà été envoyées à la fois
à Ikegami et à l'interprète. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a commencé sur les chapeaux de roue, parce qu'il savait déjà qu'est-ce qu'il avait envie de dire, etc. Mais il n'a pas pu s'empêcher effectivement de rajouter des détails ou de se rappeler d'une anecdote ou d'un détail au moment où il s'est passé la conférence. Et effectivement, l'interprète a fait vraiment il a dû improviser aussi un peu, travail. Moi, je trouve que c'est toujours jongler avec des torches enflammées, quoi, et tu sais jamais trop si tu dois la passer entre les jambes sur au-dessus de ta tête. Exactement. Tu sais pas ce qui peut prendre feu à tout moment. Ouais, puis en plus c'est un mec intimidant, je pense, quand t'es interprète, donc forcément t'es aussi passionné par la culture japonaise, les auteurs japonais et tout, et un mec comme Ikegami, c'est pas n'importe qui non plus, donc il doit aussi y avoir ça en plus, quoi. Ouais, il a son charisme, hein. Bah ouais, c'est ça, quoi. Il pose. Il est là, et c'est pas que parce qu'il a mis en scène des mecs très dangereux, tu vois. C'est ça. Non, alors juste aussi pour compléter les détails, donc l'exposition qui est consacrée à son travail est encore là à Angoulême jusqu'au 12 mars. Angoulême, c'est accessible facilement depuis Bordeaux, depuis la Vendée, depuis Limoges, exactement, depuis Brive, il y a des trains, depuis Paris, bien évidemment. Paris, ouais. Tu peux faire l'aller-retour dans la journée. C'est juste que je me demande si depuis le nord il y a peut-être un train direct quand même à Angoulême. Mais si, je crois en plus il y en a un qui passe par Charles de Gaulle, vous voyez. Donc il y a que à la limite si vous habitez en Alsace ou en Belgique que ça devient compliqué. Ouais. Au Canada, ça devient compliqué d'aller à Angoulême. En revanche, il y a un catalogue d'exposition qui existe, qui est très très beau, effectivement. Ouais. La fabrication est belle, le contenu est très beau, les informations sont en partie celles aussi que Monsieur Ikegami a délivrées dans cette conférence. On en retrouve également dans le catalogue d'exposition qu'on vous conseille si vous avez envie d'en savoir plus. Mais en même temps vu la longévité de sa carrière, tu peux pas t'attendre à des révélations sur ce qu'il aurait fait il y a 30, 40 ans. Enfin, je trouve que c'est impressionnant. Ouais, mais je trouve ça génial, tu vois, de ressortir ces vieilles anecdotes avec Tsuge qui se casse sans raison, on sait pas où, avec Mizuki qui fait c'est bon, il est revenu, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est mon bro, tu sais, genre, ouais. C'est ça, l'éditeur qui met des coups de crayon dans le cou. Mec, non, tu t'endors. C'est affreux. Oh là. Bah oui, ou même le rythme auquel ils étaient soumis, parce que bon, là, il parle d'un autre collègue, quoi, mais enfin, lui-même, il a quand même eu des périodes où il a vraiment craint pour sa santé, parce qu'il enchaînait des périodes de travail très dures. Je crois me souvenir, c'est dans le catalogue de l'exposition, où il dit que dans la journée, il est assistant de Mizuki, mais le soir, il peut pas s'empêcher de travailler sur ses séries à lui. Donc, c'est sans fin, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que comme il a une carrière très longue, c'est vraiment une espèce de témoin de l'évolution aussi du manga, quoi, et de ces petites anecdotes, c'est aussi une manière de replonger dans ces époques-là où il y avait effectivement peut-être le travail de mangaka qui était peut-être encore plus dur qu'aujourd'hui, tu vois, mais il y a, je trouve vraiment ça qui transparaissait dans ce qu'il racontait. C'était vraiment, on avait un peu l'impression d'être témoin d'une époque, c'était vraiment chouette, quoi. Et puis on le ressent à travers entre les lignes, il y a ce destin qui l'a poussé vers le manga, parce que Ikegami, c'est pas quelqu'un qui était destiné à faire ça à cette époque encore, quand son père tenait un magasin. Ce que le fils devait faire, le premier, c'était reprendre le magasin ensuite. Oui. C'était le seul fils. Et en plus, c'était le seul fils. Et donc, son père tenait un magasin, je crois que c'est de couteaux. Ouais. Et il est tombé malade, le magasin a dû être vendu, fermé. Et donc, il n'a pas été dans cette obligation de le reprendre. Et il a pu partir, ou il a dû partir, les deux à la fois, pour essayer de faire autre chose et de rencontrer cette destinée assez incroyable. Après, ça a une histoire qui revient souvent, je trouve, de l'échappatoire du manga comme une façon pour quelqu'un qui arrivait à dessiner de gagner un petit peu d'argent assez vite. Parce qu'il ne cherchait pas la reconnaissance. Certains devaient quand même, vu les conditions de travail, avoir assez d'acharnement pour vouloir rester dans ce milieu et exprimer leurs idées. Mais c'était quand même une façon quand même de gagner son pain de façon relativement rapide, quoi. C'est ce qu'il dit quand il dit que lui il se classe dans la catégorie des artisans, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas comme
un artiste qui fait du manga parce que il a une vision du monde et il veut absolument que le monde entier voit ce qu'il voit, tu vois. Lui, il est plus dans un rapport. D'ailleurs, c'est aussi quand il parle de ses relations avec ses scénaristes, c'est un peu ça aussi. C'est pour ça, je pense qu'il est capable de se mettre au service d'histoires assez différentes. Parce qu'en fait, je pense qu'il se voit vraiment comme un... Je dirais pas un mec qui applique, mais en gros, c'est un artisan, quoi. Il a une matière et on lui demande de travailler dessus. Il le fait avec soin, il le fait super bien et je pense qu'il se voit pas plus que ça, quoi. Même si pour nous, c'est un génie du dessin, lui, je pense qu'il se voit pas plus que ça, quoi. Et c'est marrant, ce truc de gagner de l'argent rapidement, ça reste des années plus tard pour les mangaka, parce que quand Toriyama, tu lui demandes pourquoi il a commencé, c'était pour gagner un peu d'argent vite, quoi. Ouais. C'est marrant comment 10, 15, 20 ans plus tard, on retrouve des schémas entre ces artistes. Alors qu'en France, tu japonais. te dirais pas, je vais me lancer dans la BD pour gagner de l'argent rapidement. Mais non, c'est l'inverse. On te dit plutôt non. Fais autre chose. Tu veux pas faire un vrai métier plutôt. C'est marrant aussi de voir comment il a fait évoluer son travail dans son rapport avec les scénaristes, parce que déjà d'une, il a travaillé avec des scénaristes assez incroyables, en plus des scénaristes qui sont aux antipodes les uns des autres. Et là, il se retrouve aujourd'hui à son âge avec un Inagaki qui pète la forme, qui est à fond, qui est dans le fun total. Donc c'est quand même loin de ce que faisait Booronson avec. Ouais, c'est clair. C'était une autre forme de fun. Ouais, c'est une autre forme de fun. Les alcools, les pépés, bref. La virilité ouais. à l'extrême. Et là, il se retrouve donc avec un Inagaki qui, en plus, lui fait des storyboards presque dessinés, quoi. Bah, j'avoue, enfin, là, à la limite, tu te dis, mais au point de vue de son ego, comment il a dû le sentir, quoi. Enfin, il a dû se sentir effectivement complètement dépassé, ou là pour le coup peut-être le côté artisan était pas aussi reluisant que ce qu'il avait connu jusqu'à présent, tu vois. Ouais, mais au final c'est marrant s'il l'appelle Inagaki Sensei aussi, donc il a, je pense, aussi un rapport de respect, tu vois. Donc il le voit pas comme le petit chien fou qui va lui faire n'importe quoi, ou qui, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même ce truc de... je pense qu'il a un profond respect pour le travail de scénariste, et c'est pour ça qu'il aime travailler avec des scénaristes, quoi. Ouais, puis je crois que le défi de la comédie, ça lui plaît aussi, en plus. Oui. Et puis, en plus, je pense qu'il aime bien parce que l'univers, quelque part, tu sais, les entrepreneurs, c'est un peu les gangsters modernes, quoi, tu vois. Genre, non, mais si tu prends Scorsese, quand il a fait le Loup de Wall Street, c'est les affranchis de maintenant, quoi, tu vois. C'est juste que les affranchis de maintenant, c'est des traders, c'est pas des gangsters, quoi. Ouais. Et ils chantent pas. Oui. Donc je pense que c'est ça qui l'a attiré aussi, quoi. Et la personnalité d'Inagaki, parce que je pense que c'est un gars qui a une personnalité assez magnétique aussi, quoi. Ouais, en termes de charisme, ça fait une espèce de fusion assez folle. Bah, je pense que oui, enfin, il a l'air de... Enfin, moi, ce que je lis entre ces mots, c'est que il accorde beaucoup d'importance à la personne, à la personnalité du scénariste avec qui il veut travailler. Ça match ou ça match pas, quoi. C'est là, bon, il est tombé sur un bon partenaire, j'ai l'impression. Mais alors, je suis désolée, je vais parler de ce que j'ai fait, mais franchement, aujourd'hui là, c'était un exercice très très dur, parce que c'est un monsieur qui effectivement parle très, à la fois avec une petite voix posée. Dans sa barbe aussi, tu nous disais. Dans sa barbe. Parfois, je me demandais qu'est-ce qu'il disait, et l'interprète était, comme je disais, surpréparé, donc il intervenait vraiment très rapidement sur ce que disait l'invité. C'est contrairement à Inagaki qui, voilà, allait un peu dans tous les sens, mais qui, au final, était très... savait très bien ce qu'il faisait, parce qu'on sent qu'il a quand même l'habitude de parler dans les médias. Bah là, il y a quand même une espèce de réserve. J'ai trouvé qu'il était effectivement beaucoup plus... Enfin, il a l'expérience pour lui, quoi. Il est de son côté. Ouvrez le chemin. Enfin, ouais, il avait ce truc aussi que moi j'aime chez les personnes passées un certain âge, c'est qu'il arrive... Il entame une anecdote, et puis du coup ça lui fait penser à une autre anecdote, et il enchaîne tout seul. T'as même plus rien à lui demander. Il fait... Et du coup ça me rappelle à une autre anecdote. Quand je vous parlais de Tsuge, je pensais à Mizuki. Et donc, et le mec il enchaîne comme ça. Et moi j'aime bien ce genre de trucs qui font un peu vétéran, tu vois, mais carrément vétéran. Hein. Mais ça me plaît, moi j'aime bien. Oui. Mais après, effectivement, le fait que ça soit
Ouais, comme tu disais tout à l'heure, Robin, c'est un mec qui a traversé les époques. Enfin, c'est hallucinant. Et qui soit encore en activité aussi. C'est ça que je trouve que je trouve fou, vraiment. Oui, je pense que là, il a la passion au bout des doigts, parce que moi, à son âge, vous m'entendrez plus, hein, que ce soit bien clair. Et je pense que ça lui faisait quelque chose aussi de voir son œuvre exposée, tu vois, parce que l'expo à Angoulême, enfin les expos en général à Angoulême sont très impressionnantes, et enfin c'est vraiment du contenu que tu vois nulle part ailleurs et tout, donc rien que pour ça vaut le coup. Et je pense que pour un auteur japonais où ils n'ont pas vraiment la culture de l'exposition des œuvres des mangaka, ça doit aussi faire quelque chose, surtout quand t'es un vieux de la vieille et que t'as traversé les temps et que tu te dis voilà, j'ai mis ma pierre à l'édifice, tu vois, pour la culture manga, pour la bande dessinée globale. Bah, voir un peu tout ton travail, ta carrière honorée de cette manière, ça a dû lui faire quelque chose aussi, je pense. Ouais, ça l'a peut-être reboosté pour Trillion Game. Et du coup, avec la réédition de Sanctuary, il y a eu pas mal de questions sur Sanctuary, et donc sur les gangsters, les yakuza. J'aime bien le moment où il dit qu'un yakuza l'a appelé. D'un coup, j'entends quelqu'un qui roule les R. Alors du coup, ça veut dire que les yakuza, ils font ils ont les R comme ça. Oui, c'est quelque chose que tu vois souvent dans les films. Les derniers grands films de yakuza, je pense que c'était ceux de Hiroshi Kitano. Takeshi Kitano, pardon. Takeshi Kitano, et lui il est plutôt taiseux, mais les gens autour de lui, tu sens que ça roule beaucoup les airs, et ils sont parce qu'ils veulent impressionner, prendre beaucoup d'espace, mais là il a dû rencontrer des gens assez variés dans sa carrière, je pense. Je pense qu'à un moment donné il fait je crois qu'il dit je sais pas si Sho Fumimura avait des connexions directes avec des orgas yakuza, il me l'a jamais dit. Moi je me suis dit à ce moment-là, ouais c'est ça. Ouais. Mon œil. Ouais, écoute. Bon non mais peut-être qu'on extrapole, peut-être qu'on ça nous arrive. C'est comme les Fight Club, la première règle c'est qu'il faut pas parler de. Exactement. Est-ce que vous aussi vous avez été un peu scotché au moment où on lui demande qu'est-ce qu'il a appris à travailler avec Shigeru Mizuki, quoi, Gege no Kitaro, enfin c'est Mizuki quoi, et qui répond ouais, je me souviens, je peux vous dire ce que j'ai appris. Cette phrase, la vie est comme un paix. À quel moment tu fais oh. Attends, c'est juste ça. Puis après, il explique en fait. Oui, la métaphore, tu vois. Derrière cette phrase, il y a une super réflexion. Tu sais, ça pourrait être un truc plus poétique que ça, quoi. Oui. La vie est j'en sais rien, tu vois. Un long fleuve un papillon, j'en sais rien, tu vois. Un truc éphémère, mais là, c'est. Ça, en plus, c'est des gens qui sont adulés par des gens de notre génération en plus, donc du coup. C'est marrant de les voir dire ça comme ça, de cette façon. Et du coup, t'as pas senti que l'interprète il a bugué quand il a dit ça, ou non, ça va. Il était serein sur ses appuis. Je pense qu'il était préparé, ouais. Oui. Ouais, il connaissait la phrase. Il était plus surpris là, donc du coup il a pu le dire. Mais comme moi, je pense que quand ça arrive, tu fais la vie est. Et tu sais, à mon avis, il aurait regardé en disant. Il aurait précisé le mot. Je sais pas quel est le mot paix en japonais, mais la vie est comme un prêt, tu veux dire. C'est quelque chose qui est furtif, que tu échanges avec d'autres, avec des yakuza, pardon. non, mais après, je pense que c'est une phrase qui est quand même assez connue de Mizuki, qui était effectivement connue pour à la fois être passé à travers des épreuves absolument catastrophiques et horribles, en ayant fait la guerre, en ayant été blessé. Et à côté de ça, il a fait des œuvres qui sont plutôt joyeuses, notamment celles sur les yokai, destinées aux enfants. Ouais, on en avait parlé dans l'émission sur le manga d'horreur, effectivement. Voilà, et donc, comme il le dit lui-même dans son interview, ça devait être quelqu'un qui devait être revenu de tout et qui avait choisi de rester positif, optimiste, quoi qu'il en coûte, quoi. Pour rester optimiste, est-ce que ça te pose une colle si je te demande comment on dit paix en japonais? Je pense qu'il a dit hey, mais bon. Ah, c'est juste hey? Ouais. Oh, c'est nul. Attendez un mot plus rigolo. Je pense qu'il a dit ça, sinon c'est onara, mais bon. Dans les deux cas, c'est pas très rigolo. Je préfère prout ou paix. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire et de voir et de lire surtout, c'est les œuvres dont il a parlé. Quelles sont vos œuvres les plus marquantes? C'est que des trucs qui sont pas sortis en France. Ah écoute. Comment ça frustre. Je me dis non mais je veux les lire. Bon, alors que quelqu'un les sorte. C'est souvent le cas quand tu lis Atome, la revue, c'est que dans les interviews il parle
à 80% de mangas qui sont jamais sortis en France, tu dis bon bah super, mais. Mais après, je pense que on a souvent parlé aussi, mais c'est aussi qu'à l'époque, ils étaient enfants, ils ont. Tu vois, ils étaient avides d'avoir ces histoires qui, peut-être, maintenant, nous paraissent vieillottes ou qui sont peut-être pas, enfin, qui n'ont pas le même intérêt, en tout cas, à nos yeux. C'est comme si on parlait de Bob et Bobette, quoi. Ouais, ouh, Bob et Bobette. Non, mais voilà, c'est vrai que on arrive à un moment donné où on a aussi potentiellement envie de lire Takao Saito et donc tout un tas d'auteurs, mais on sera pas nombreux à les acheter, donc il faut trouver le juste milieu entre le prix du livre qui soit pas déconnant pour les gens qui ont envie de le lire, et puis un prix qui soit pas déconnant pour pas que tu perdes d'argent en tant qu'éditeur. Enfin, c'est compliqué tout ça. Faut bien réfléchir à la proposition éditoriale. Mais... c'est compliqué. Enfin, je veux dire, Lone Wolf and Cub, c'est le dernier exemple qu'on a. Mais chez Kana, ils avaient fait Sabutoichi. C'est aussi des grands classiques du manga. Et les formats et tout sont faits plutôt pour des gens qui ont plutôt envie de collectionner ou de... Oui, c'est un peu, ça ressemble un peu à ce que font les éditeurs du DVD pour les vieux films, tu vois. C'est que souvent, c'est des belles éditions. C'est pas des éditions qui sont données, mais bon, ça plaît aussi à ce public-là, quoi. Donc, c'est toujours un choix. Mais le Wolf and Cub, j'hallucine d'ailleurs de l'édition, comment elle roule, quoi. Ah ouais. Le nouveau tome qui sort comme ça, je me dis, putain, c'est fou quand tu vois la gueule des bouquins. Bon, bref, c'est aparté fini. C'est vrai que, voir comment ces œuvres-là, Kamuiden, tu vois. Est-ce qu'on va le réavoir un jour en France ? Alors, Kamuiden, c'était compliqué puisque c'est vrai qu'il en parle dans cette interview et effectivement, ça fait partie des œuvres importantes. Kamuiden, l'auteur lui-même avait demandé est-ce que ça ne soit plus disponible à l'étranger. Ah oui. Parce qu'il ne voulait pas, en tout cas, c'est sa version, et il ne voulait pas laisser ses affaires à ses enfants. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, on en avait parlé de ça. Par conséquent, aujourd'hui, il est décédé. Donc, est-ce que ses enfants auront envie ou ses héritiers auront envie de s'en occuper, faire quelque chose, de s'en occuper ? Toute la question est là. Et comme souvent, j'imagine que ça va dépendre de si un éditeur, quel qu'il soit dans le monde, arrive à faire une nouvelle édition. Dans ce cas-là, elle pourrait être vendue dans le reste du monde. Peut-être même tout simplement une édition japonaise, une nouvelle, quoi. Ouais. Tout peut venir de là, mais bon, après ça c'est des choses, bon voilà, c'est de la popote, je sais pas si ça intéresse si ça intéresse tout le monde, mais effectivement mais après on a d'autres œuvres là qui commencent quand même à arriver peu à peu. On va pouvoir revenir aussi sur ces mangas un peu patrimoine mais qui sont importants. Après c'est intéressant parce que effectivement vu l'intérêt que à l'international on a pour on va dire les mangas historiques, patrimoniaux. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs japonais qui sont un peu gênés parce que à l'époque, ça valait peanuts, quoi. C'était des choses qu'ils avaient engrangées chaque semaine et ils n'ont pas gardé tout ce pourquoi nous on a de l'intérêt et je pense qu'il y a aussi certains éditeurs où pour certaines œuvres ils ne savent même pas s'ils ont gardé les archives ou quoi, enfin ce qui serait pas incongru non plus, quoi. Mais heureusement il y a des intelligences artificielles qui vont pouvoir étudier et recréer des nouvelles histoires avec le style et avec tu sais ils l'ont fait sur Tezuka. Ouais, je sais, mais Tezuka, ouais. Je sais pas, peut-être ça l'amuserait. Surtout, il le mettrait en scène. Ouais. Et ça partirait en live. Et il faudrait un héros pour sauver le monde. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous voulez encore rajouter d'autres choses sur... Il y a quelque chose que tu voulais rajouter, toi, Julie, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis, nous, dans l'interview, parce que c'était compliqué et qu'il fallait l'expliquer. Oui. Et c'est une histoire avec des auteurs de théâtre. Oui, en fait, c'est que on a choisi de pas le mettre parce que déjà tout le côté interprétation, tout ça, c'est compliqué. Et puis c'est un monsieur qui, comme vous avez pu le voir, parle de plein de choses à la fois, donc il faut pouvoir garder le fil facilement. Et à un moment, on lui a quand même proposé, on lui a demandé s'il était intéressé par travailler avec d'autres scénaristes et bon, sa réponse est très drôle parce que déjà il sait que il en a plus pour longtemps. Enfin, il dit attendez, vous avez vu l'âge que j'ai, je vais pas
pas non plus commencer à faire des plans sur la comète. Mais ce qui est intéressant, c'est que après il répond que ce ne sont pas vraiment les scénaristes qui l'intéressent, mais je pense qu'il est dessinateur, il veut mettre des belles images sur des textes qui le touchent. Donc là, il parle de Edogawa Rampo, il parle de d'autres œuvres de littérature japonaise, notamment Chikamatsu Monzaemon, qui est pas du tout connu en France parce que c'est du kabuki ou même du jōruri. Donc le jōruri, je pense qu'en France, très très peu de gens savent ce que c'est. Donc c'est le théâtre de marionnettes. Donc c'est un théâtre qui est spécifique encore. Et il a quand même des centres d'intérêt. C'est un vieux monsieur, mais je sais pas, je trouve que c'est à la fois vieillot et il y a une sorte d'élégance. Mais en même temps, il te dit ce qui m'intéresse dans les œuvres de Chikamatsu Monzaemon, c'est quand même les histoires d'adultère, parce que franchement, là tu dis en fait, il y a quand même une espèce de, il recherche quand même la légèreté à travers des histoires qui sont parfois quand même très plombante, comme le milieu de la pègre, le monde politique et des scandales, mais ça l'empêche pas de trouver des trucs pour rigoler, quoi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette double interview en 2 semaines. Alors on fait clairement pas ça pour faire beaucoup d'écoutes. Vous en doutez bien, mais j'espère que vous qui avez l'habitude d'écouter cette émission, ça vous a intéressé et ça a pu éveiller votre curiosité pour d'autres œuvres de ces 2 artistes et d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et encore une fois, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis n'hésitez pas à envoyer encore une fois plein de cœurs à Julie pour la remercier. Là c'est fini là. Oui, c'est la dernière. On n'en fait plus, trop tard. Attends, mais j'ai encore un enregistrement de Junji Ito, ça t'intéresse pas? Ah si, ça m'intéresse beaucoup, mais pas tout de suite. On verra aux prochaines vacances. Voilà. C'est ça. Et donc avant de se quitter, évidemment, on fait le petit tour des remerciements aux éditions Glénat qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de produire cette émission comme la précédente et d'assister à ces rencontres. Merci au commissaire du coup de l'exposition, Ryoichi Ikigami, à Corps Perdu à Angoulême, donc c'est jusqu'au 12 mars, Léopold Dahan et Xavier Gilbert, et Benzaï était lui l'animateur qui animait, qui commentait, qui posait les questions dans cette rencontre comme la semaine dernière. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que j'ai oublié personne. On espère. Et sinon vous nous le dites et puis on fera un récap la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.